Le Québec vit donc une immense révolution culturelle à ce moment-là. On l'a assez parlé, je vais aller brièvement. Vous en avez sans doute parlé dans vos cours de littérature québécoise. En 1961, dès le début de la Révolution tranquille, on fonde un ministère des Affaires culturelles qui n'a pas beaucoup de pouvoir ni surtout d'argent, qui va surtout gérer un musée puis quelques expositions, mais qui est quand même, qui devient ensemble la marque, la preuve que le gouvernement du Québec entend désormais se consacrer à l'épanouissement d'une culture française originale au Québec et la soutenir financièrement. C'est plus important encore, peut-être pour la culture québécoise, ça va vous faire sourire, c'est la naissance de Télémétropole en 1961. Pour la première fois depuis la naissance de télévision, un joueur privé de l'entreprise privée est autorisé à diffuser sur les ondes de télévision. C'est pas rien. Dès le départ, Télémétropole rafle pratiquement toutes les codes d'écoute, à part pour le hockey et la famille Plouffe. Là, les Québécoises et les Québécois délaissent Radio-Canada pour aller écouter les quiz puis les sketchs de Télémétropole, les jeux questionnaires, etc. Et toute une colonie artistique là, de chanteurs, chanteuses, comédiens qui vont faire leur classe à Télémétropole, assurant ce qu'on appelle aujourd'hui la vitalité des journaux à potins, des hebdo-vedettes, des éco-vedettes et de l'ensemble de l'industrie du spectacle en salle, les cabarets, les ventes de billets et bientôt le cinéma. Le Journal de Montréal, d'ailleurs, qui devient le vaisseau amiral de cette culture populaire, né en 1964, avec beaucoup de sport, beaucoup de chiens écrasés et de faits divers, mais aussi beaucoup de potins d'artistes qu'il va soutenir avec sa flotte de petits hebdos destinés à couvrir la vie des artistes québécois. Expo Serre des Hommes en 1967 est un événement crucial, fondateur. Vous avez entendu des tas de choses là-dessus, je m'en tiendrai à une remarque. C'était d'abord et avant tout une ouverture sur le monde pour les Québécois. Mais au-delà du cliché, là, il faut juste le voir au niveau de l'alimentation. J'ai des témoignages à l'effet que bon nombre de Québécois, avant ça, n'avaient jamais mangé autre chose que du ragoût de pâte de cochon et puis du pâté chinois. Là. Du jour au lendemain, ils découvraient les souvlaki grecs, la pizza italienne. Imaginez, en 1967, au Québec, une spaghetti, on appelait ça un mets italien. On mangeait du spaghetti qui était une nouveauté qui nous venait des Italiens. C'est vous dire combien, juste au niveau gastronomique, les goûts des Québécois s'ouvrent à ce moment-là. Là. On n'a pas encore découvert les lychee, ou bien les sushis, et tout le reste. En tout cas, Terre des Hommes, c'est l'ouverture sur le monde. C'est le monde qui vient visiter Montréal, qui découvre Montréal. Montréal est à ce moment-là un rond-point international important. Je vous ai parlé tantôt du bed-in de John Lennon et Yoko Ono. Ça va être le lieu aussi, bon nombre de gens fuient la guerre du Vietnam s'installent à Montréal. Des Français aussi qui fuient la guerre d'Algérie ou qui se réfugient au Québec. Bref, Montréal devient un des lieux vers lesquels les regards se tournent, en attendant notamment plus tard, par exemple, la tenue des Jeux olympiques en 1976. Les Belles-Sœurs, cette pièce dont vous avez tellement entendu parler de Michel Tremblay, elle, son apport est d'abord et avant tout la reconnaissance de notre spécificité. Avec Michel Tremblay et les Belles-Sœurs, on a dit beaucoup de choses. Son principal apport, c'est la langue, c'est le joual. Le joual monte sur scène. Le joual est désormais mis en scène. C'est pas qu'on veut abattardir la culture québécoise, c'est qu'en fait, au contraire, on veut montrer qu'elle est digne de créer du théâtre classique. On peut dire « toi, mon colique » sur scène et que ça soit avec les mêmes accents que les comédies grecques de l'Antiquité ou bien les drames de Racine. On veut dire par là, en somme, parce qu'à l'époque, ça avait beaucoup choqué, qu'on n'a pas besoin de parler la langue d'une autre culture, celle de la France, pour pouvoir s'affirmer culturellement puis pouvoir poser de grandes idées dans notre littérature. Le joual peut être un véhicule pour porter des émotions. Et ça va être déterminant sur la suite des choses. Ça va notamment beaucoup marquer le cinéma et bien sûr la littérature. À Paris, tout le monde ferme bien. C'est du vrai français. Partout. Pas comme ici. Ils méprisent tout. Je ne mettrai plus jamais les pieds ici. Ils n'ont pas la raison, ce monde-là. C'est du monde cheap. Il ne faut pas les fréquenter, il ne faut même pas en parler. Il faut les cacher. La pièce Les Belles-Sœurs, produite en 1968 au théâtre du Rideau Vert, en déconcerte plusieurs. Mon mari s'en va travailler. Pas le mien, il est chômeur, il reste couché.
Est-ce que c'est avez-vous l'impression vraiment de jouer? C'est si réaliste que ça ou de vous abaisser un peu? Je sais pas. Non, ni de s'abaisser. Bien sûr qu'on a eu l'impression de jouer parce que je ne pense pas personnellement être le personnage de Madame Ouellette que j'interprète, mais je connaissais bien ce personnage pour l'avoir vu autour de moi, beaucoup. Moi, je sais maintenant que... C'était beau. Que si les belles-sœurs disent des choses pas belles sur la scène, les gens vont venir quand même. Les gens vont dire c'est vrai qu'on est comme ça. Alors les gens se reconnaissent, mais pour quelle raison, par exemple, Pierre-Éliott Trudeau qui va dire on parle d'un langage pouilleux, les gens s'offusquent. Mais qu'il soit pouilleux ou non, on parle d'un langage, un point, c'est tout. Pour moi, le joual est une chose assez admirable parce qu'il est né de la volonté des femmes du début du 20e siècle de Montréal de rester francophone. C'est pour ça que je me suis toujours rebiffé contre les gens que ça choque et que je trouve ça laid, parce que qui sommes-nous pour juger de la qualité de la langue des autres, premièrement, et aussi pour juger de cette beauté, c'est absolument magnifique. À la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, les gens de la campagne sont venus s'installer à Montréal parce que c'est ici qu'il y avait des jobs, qu'il y avait des industries, qu'il y avait de l'argent, mais l'argent était anglais. Alors les hommes allaient travailler en anglais, rapportaient à la maison des mots anglais, mais c'est les femmes qui voulaient rester francophones et c'est la rencontre des mots qu'on rapportait à la maison. L'Hostie de Show, vous en avez entendu parler, cette fameuse comédie musicale montée avec 2 fois rien au théâtre au Rideau Vert en 1968. Vous avez 3 amis, Robert Charlebois, Mouffe et Yvon Deschamps, puis Louise Forestier, accessoirement, qui vont monter un spectacle multimédia, disait-il, jumelant musique, spectacle, projection, monologue. On peut clairement dire que l'Hostie de Show est à l'origine de la tradition du spectacle québécois. En somme, que peuvent avoir en commun, ma foi, Robert Lepage, Denis Villeneuve, le Cirque du Soleil, Moment Factory? C'est peut-être, à quelque part, l'initiative de ces jeunes Québécois de la fin des années 60 qui, avec du papier aluminium, des éclairages et une idée folle en tête, ont créé cette expérience globale là, qui allait donner naissance aux arts de la scène québécoise tels qu'on les connaît, les grands happenings et les grandes mises en scène où la culture québécoise est encore une longueur d'avance sur bon nombre d'endroits dans le monde, notamment dans les métiers du cirque, du spectacle, de l'éclairage, de l'animation, etc., etc. Quelques mois avant la présentation des Belles-Sœurs, d'autres artistes portent le flambeau du joual. L'Hostie de Show de Robert Charlebois, Mouffe, Louise Forestier et Yvon Deschamps remplit les salles et soulève les passions. On avait quelque chose à dire, je pense, le groupe ensemble. Puis on a dit, c'est ça qu'on dit, puis on le dit de cette façon-là. On se connaissait même pas. C'est ça qui est formidable dans cette histoire-là. C'est que c'est pas juste l'effet de Régent Duchamp, l'effet de l'Hostie de Show, l'effet des Belles-Sœurs. C'est qu'une génération complète d'artistes, en même temps, donc la même année, il y a eu cette espèce de tsunami, cette espèce de vague d'une génération complète de gens qui ne se connaissaient pas et qui ont senti le besoin de dire les mêmes choses en même temps. Ça veut dire qu'il y avait un besoin là. Armand, sacrement, lâche-toi donc C'est comme ça qu'on les chantera toujours. mal au cœur de moi. Non, mais c'est vrai, par exemple, les unions que ça donne rien. Mais tu sais, une union à shop, on n'en a pas. Ça fait 15 ans que je travaille à la shop, ça fait 15 ans qu'il n'y a pas d'union, qu'est-ce que ça donne? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qui, même en appréciant l'humour qu'il y a chez vous, qui vous tiennent un peu responsable, vous et d'autres, de cette vague de joual et puis peut-être même de la détérioration de la qualité de la langue chez nous, etc. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, je travaille surtout par le choc, hein, je veux dire. Oui. Alors, ça doit aller dans la langue aussi, mais il faut que ça soit vrai. Puis il y a encore des gens qui parlent comme ça, puis c'est la majorité. Ne nous disons pas que c'est la minorité, c'est pas vrai. Mais c'est pas sublimer cette langue-là, puis moi je tiens pas à ce que les gens parlent comme ça toute leur vie, au contraire, je pense bien que par le véhicule de ce que je fais ou d'autres, les gens vont s'apercevoir que c'est une image de colonisation aussi, c'est une image
faiblesse, de ce qu'on est. C'est l'image de ce qu'on est. La Nuit de la poésie de 1970 est demeurée célèbre. Et pour cause, là. Imaginez un spectacle de poésie toute la nuit, pendant 24 heures, avec du monde qui lise des poèmes. Et pourtant, il n'y avait plus de place dans le théâtre du Jésus. C'était archi plein. Et même, il y avait 300 personnes dehors qui gueulaient pour pouvoir rentrer, au point qu'on a dû leur installer des haut-parleurs pour qu'ils puissent entendre toute la nuit ce qui se passe à l'intérieur. Et oui, pour écouter de la poésie. C'est vous dire comment, à cette fin des années 60, la poésie, l'affirmation culturelle du Québec, l'affirmation politique notamment, donne lieu à une espèce d'enthousiasme là, inouï, incroyable de nos jours pour la culture du Québec, et y compris sa poésie. La poésie, la Nuit de la poésie, c'est d'abord et avant tout, je dirais, la fusion entre la création et la revendication. C'est d'abord et avant, si cette poésie-là est à ce point porteur et populaire, on pense à la poésie de Gaston Miron, notamment, mais aussi celle de Gérald Godin, ou bien de Louise Forestier, ou de Michel Lalonde, ou ici sur la photo de Denis Vanier. C'est d'abord parce qu'elle est porteuse d'espoir, elle est porteuse de revendications. Et ça a fait que ces événements, ces happenings poétiques deviennent des lieux aussi de revendication sociale particulièrement avant-gardistes pour l'époque. C'est ce qui est, selon moi, la caractéristique propre de cet événement remarquable d'avril 1970, quelques mois à peine d'ailleurs, signalons-le, avant le déclenchement de la crise d'octobre. En 1970 a lieu la première nuit de la poésie. Plusieurs poètes utilisent le joual comme symbole d'aliénation. De la bécosse politique. Quand ils nous l'auront vissé, cette maudite vis qu'on a dans la tête, et qui fait que tout le monde baise leur pièce. Ça, c'est ma pièce, donne-moi ma pièce, as-tu une pièce, t'as pas de pièce, mange la mort. Les coquerelles de parlement, les patineurs de fantaisie, les zigonneux d'élection, les Tarzans du salut public, les écrapoutis d'Assemblée nationale. Pour Gérald Godin, qui deviendra plus tard ministre du Parti québécois, le joual est aussi une arme politique. Et tant que la langue de travail sera l'anglais, la langue ne sera pas luée. Et on aura ces scories, si tu veux, qu'on peut grouper sous le thème de joual. Mesdames et messieurs, ce soir, publiquement, je me rebaptise Luoa Raoul Duguay Yogood. Que la vie et la poésie soient la même sacrée affaire sacrée. Que la lettre soit dans l'esprit et l'esprit dans la lettre. Que la poésie soit ici et là. Que tout le monde soit poète. Speak white. Speak white. Il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare. Nous sommes un peuple inculte et bègue, mais ne sommes pas sourds au génie d'une langue. Parlez avec l'accent de Milton et Byron et Shelley et Keats. Speak white. Et pardonnez-nous de n'avoir pour réponse que les chants rauques de nos ancêtres et le chagrin de Nelligan. Je signale aussi la mise en chantier du métro de Montréal, 1964, 65, 66, les premières stations. Puis, pour être prêt pour Expo 67, le métro compte à l'époque guère qu'une vingtaine de stations, aujourd'hui énorme. J'en profite pour attirer votre attention sur le nom de ces stations-là. Vous avez une infographie qui donne l'origine du nom. Beaucoup de catholiques, beaucoup de héros de la Nouvelle-France, très peu de femmes, pratiquement pas d'Autochtones. Clairement, les noms des stations de métro continuent à charrier une vieille idée de l'histoire du Québec, même si leur enveloppe est désormais évidemment tout à fait moderne dans le contexte des années 1960.